les législatives et communales de 2026. C'est l'information principale relayée par tous les quotidiens ce matin, comme hier également. Alors, bonjour Stéphane Arihnohosu. Bonjour Carole Olaye, bonjour Moïse, bonjour aux auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Moïse. Bonjour Carole. Bonjour et bonjour surtout à Stéphane Arihnohosu et bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Alors, je le disais tantôt, c'est des élections que nous allons une fois encore parler prioritairement sur ce plateau. Ce matin, nous allons donc décrypter avec, je crois, Matin Libre, si je ne me trompe, les premières tendances. Alors, ma toute première question, que révèlent donc ces tendances dans les grandes villes du pays? Cotonou, Porto Novo, Paracourt, etc. Ouais, je pense que essentiellement, et merci bien, c'est l'actualité évidemment. Le 11 janvier, c'est-à-dire le dimanche dernier, les électeurs béninois étaient conviés pour un exercice. Effectivement, on est habitué à faire les élections au Bénin, mais on n'était pas habitué à voter sous la formule qui était celle du dimanche dernier, à savoir les élections couplées législatives et communales 2026, effectivement, et le moment du vote, du scrutin étant passé, le moment du bilan s'est installé, et donc les confrères dans toutes les rédactions, et plus précisément avec Matin Libre, dont nous sommes en train de décrypter le sujet principal ce matin, parler de décryptage des grandes tendances. Et avec le confrère, on peut s'accorder sur le fait qu'effectivement, dans les grandes villes, il y a la possibilité d'ores et déjà de quand même avoir une idée globale à partir du résultat des urnes, les dépouillements qui ont été effectués dans les postes de vote. Pour ceux qui ont pu suivre un tout petit peu, ce n'est pas forcément uniquement les journalistes, mais les compatriotes également qui ont suivi. Et avec le confrère, on constate que l'Union progressiste, le renouveau dans Cotonou par exemple, et dans Porto Novo également, et même dans Paracourt, qui était considéré jusque-là, en ce qui concerne les législatives bien sûr, où l'opposition politique, notamment le Parti des démocrates, était représentée. Même dans Paracourt, l'Union progressiste, le renouveau et le BR ont fait des percées. Et donc les confrères ont mis l'accent surtout sur cette réalité-là, qui en 2023 n'était pas la même parce que l'opposition politique, notamment en ce qui concerne les législatives, particulièrement en 2023, avait enlevé ses principaux sièges dans les grandes villes parce que il y avait beaucoup plus d'ancrage en réalité pour ce qui concerne le résultat des urnes, bien sûr, dans Cotonou, dans Porto Novo, dans Paracourt, essentiellement, sans citer les autres villes, pas les moindres, mais les villes secondaires quand même. Mais cette fois-ci, par rapport en attendant la confirmation officielle de la Commission électorale nationale autonome Sénat et de la Cour constitutionnelle, bien sûr, pour ce qui concerne les législatives, et on a quand même observé que le parti Union progressiste, le renouveau, le plus grand parti jusque-là, d'ailleurs dans le pays, a réussi à un tout petit peu imposer sa loi dans les villes qui lui étaient présentées comme résistantes ou imprenables. Et donc on attend la confirmation des institutions officielles pour voir si effectivement cette lecture des confrères et cette observation que nous-mêmes on a pu faire également pourra être confirmée. Et donc c'est déjà une bonne chose d'abord pour la démocratie, on peut le dire ainsi, qu'on ait eu la possibilité de voter dans la tranquillité, dans la paix, et qu'on ait maintenant la possibilité d'être en train d'apprécier les résultats et de constater que les partis politiques n'ont pas dormi sur leur laurier depuis la dernière élection et que des lignes ont été bougées. On peut peut-être revenir dans le fond après, mais les lignes ont quand même été bougées et ce matin, nous sommes en train de constater qu'il n'y a pas eu de statu quo.
il y a eu que tous les partis politiques ont dû batailler, ont dû lutter pour que ce matin on ait la possibilité de décrypter que effectivement certaines formations politiques qui étaient perçues comme en difficulté dans certaines régions, surtout dans des bastions comme des localités réservées pour l'opposition politique jusque-là, ont pu renverser quelque peu la tendance. Voilà. Donc ça veut dire qu'un travail a été fait, un travail de terrain a été fait. Un basculement, bien sûr, il faut saluer cela. C'est la démocratie qui en sort bien évidemment gagnante, parce que ça veut dire que les partis politiques, les acteurs sont allés effectivement au contact de l'électorat et qu'ils ont présenté des projets, qu'ils ont présenté des discours et que les uns et les autres ont tenté ou bien ont réussi pour certains et pour d'autres ont tenté de réussir à l'emporter dans les opinions, dans les faveurs. Et donc, c'est une très bonne chose que l'on en soit là ce matin. Donc, on attend la confirmation des institutions officielles afin de pouvoir véritablement confirmer tout ce que nous sommes en train de dire là. Et s'il y a lieu de se réjouir pour les uns, ils vont pouvoir se réjouir. S'il y a lieu de retrousser les manches pour les prochaines fois également, les prochaines occasions, élections, et que ces formations politiques-là puissent se remettre au travail, effectivement. Alors, Stéphane Akinorosu, observons-nous dans les bastions politiques, des bastions politiques stables ou des basculements notables, comme le prétendait Moïse Novillon? Oui, merci pour la question. Avant d'essayer d'apporter des précisions par rapport à ça, je voudrais faire observer d'abord que tout ce que nous disons ce matin ne sont que des supputations, parce que les institutions chargées de donner les résultats, les tendances et les résultats définitifs un peu plus tard, c'est la Sénat et par finir la Cour. Il faut dire que les partis politiques ont déjà quand même des chiffres, étant donné qu'ils ont des représentants, ils ont eu des représentants sur le terrain. On doit faire attention parce que souvent on ne donne pas des chiffres jusque-là. Justement, je suis d'accord. Mais j'apportais la précision pour que ceux qui nous suivent soient fixés. Soient fixés par rapport à ce que nous sommes en train de dire ce matin, que nous nous appuyons sur peut-être les compilations qui ont été faites au niveau de certains bureaux de vote pour faire notre analyse. Il se peut qu'à la proclamation des résultats ou des grandes tendances, que les chiffres varient. Que les chiffres varient, que la Sénat infirme ou corrobore ce que nous sommes en train de dire ce matin. Ensuite, alors, la question observe-t-on des bastions politiques stables ou des bouleversements? Oui, il faut dire que il y a eu stabilité par endroit, il y a eu bouleversement par endroit. Il y a eu même des surprises par endroit également, pour ce que j'ai pu observer par rapport aux précisions qui ont été données par certains journaux ce matin. Il faut dire par exemple que l'UPR a quand même réussi à confirmer son hégémonie par endroit. Les LD qui croyaient avoir certains bastions, le monopole dans certaines contrées, sont en train de constater, au vu des résultats qu'eux-mêmes ils ont compilés, qui sont à leur niveau, que les choses ont changé, la situation a évolué. Et si la Sénat et la Cour constitutionnelle finissaient par confirmer ça, cela montre que nous avons un peuple assez, je veux dire, qui est imprévisible. Mais nous allons revenir sur ces analyses-là un peu plus tard lorsque les chiffres vont sortir. Quant au BR, il faut dire que le BR est en train de se repositionner parce qu'il y a des localités où qui était le monopole de l'UPR, où le BR a battu des gens à plate couture. On en a vu. Et ce qui me réjouit encore, c'est que, voyez-vous, ce clivage-là, parce que ça se disait implicitement, mais il faut qu'on y prête vraiment attention, comme quoi l'UPR serait un parti essentiellement focalisé au sud et le BR un parti essentiellement focalisé au nord, ou que le BR aurait d'assises un peu plus au nord qu'au sud. C'est-à-dire, avec le temps, on découvre que, en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oui, que c'est en train de prendre un peu. Et je pense que c'est heureux
c'est heureux pour notre pays, parce que si cette tendance-là est maintenue, ou si cela se renforçait en termes de croyances, voyez-vous, ça finira par devenir quelque chose qui aura une connotation régionaliste, et ce n'est pas assez bon. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, à la faveur de ces élections, en attendant que les résultats ne viennent, je trouve que le parti BR est en train de faire l'effort d'étendre cette tentacule et d'avoir d'emprise sur certaines localités qui étaient peut-être dévolues au BR, etc. Donc je trouve que c'est quand même dévolu à l'UPR. Voilà, dévolu à l'UPR. Donc je trouve que c'est quand même excellent en termes de dynamique, ce qui se passe dans notre pays. Et c'est tant mieux pour les partis politiques, parce que chacun doit pouvoir maintenant prendre conscience que quand on va à une élection, rien n'est gagné d'avance. C'est que il n'y a pas un bastion qui soit réservé, il n'y a pas un fief qui soit réservé à un parti politique, et que tout peut basculer en fonction des réalités du moment, en fonction des circonstances du moment. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux, parce que ça va amener les partis politiques à travailler sur le terrain. Être au contact des populations de façon permanente. Pour pouvoir fidéliser ces militants-là, parce que on voit que si ce n'est pas que les partis politiques, à un moment donné, avaient refusé les migrations entre BR et UPR, tantôt vous voyez des militants UPR qui quittent le UPR pour aller vers le BR qui quittent BR pour aller vice-versa, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de monopole, quelque part, tout peut changer à tout moment, et je pense que c'est très intéressant en termes du travail qui doit être fait par les partis politiques pour fidéliser les militants. Mais alors, Stéphane, est-ce qu'on ne devait pas s'attendre à ce que nous observons par rapport au parti Les Démocrates, avec tout ce qui s'est passé? Oui, un peu, parce que on devrait s'y attendre, et je pense que les militants et acteurs du parti même devraient s'y attendre un peu, parce que tout ce qui s'est passé à la dernière minute a contribué peut-être à démobiliser la troupe, vu les désistements, vu les départs, tout ce qui a pu se passer, ça a contribué à démobiliser, n'est-ce pas, donc un peu la troupe, et les conflits internes au sein du parti aujourd'hui. Je trouve que une fois que les résultats auront été proclamés, les responsables du parti LD doivent pouvoir se replier, aller dans leur couvent, faire leur examen de conscience et voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, et voir comment affiner les choses pour que ce parti-là puisse rebondir de la meilleure des manières, parce que qu'on le veuille ou non, ce parti a quand même... Renaître de ses cendres, oui, je dirais. Voilà, donc ce parti a quand même des cadres, a quand même des personnalités de haute facture qui peuvent quand même faire bouger les lignes au sein de cette formation politique-là. Et je pense que tout n'est que expérience, et ils vont pouvoir en tirer les leçons nécessaires. Moïse, ces élections traduisent-elles une consolidation ou un rééquilibrage du pouvoir politique au Bénin? Non, je pense que c'est beaucoup plus une consolidation en termes d'avancée politique, surtout quand on sait qu'il y a eu une réforme du système partisan qui a fait quand même un peu de remous, pas seulement un peu, beaucoup de remous, pour que cela puisse commencer maintenant par entrer dans les habitudes. Il y a quand même une sorte de consolidation. C'est-à-dire qu'on peut constater qu'à la fois les Béninois et les formations politiques sont arrivés progressivement à assimiler l'esprit de la réforme du système partisan. Vous voyez, il ne sert à rien, par exemple, d'être dans la transhumance en permanence. Certains leaders, certains acteurs politiques qui se sont adonnés à ces jeux-là, par exemple, sont en train de... ils sont en train de l'apprendre, ils l'ont déjà appris à leur dépens. Par exemple, il y a certains qui étaient des élus de certaines formations politiques qui, à un moment donné, ont décidé de basculer du jour au lendemain, comme cela, vers une autre formation politique, parce qu'ils se disaient que, oui, bon, le mercato, comme d'habitude, les échéances électorales étaient en train d'approcher, et donc c'était le moment de faire des calculs et des repositionnements. Je pense que beaucoup sont en train de se mordre le doigt, ceux qui se sont comportés ainsi, parce que à l'arrivée, il n'était pas nécessaire, n'était pas utile de faire quelque chose de ce genre. Bien sûr que tout n'est
que tout n'a pas été forcément parfait, mais si il faut mettre sur une balance, s'il faut mettre dans la balance, il faut constater quand même que ça penche beaucoup plus pour une certaine consolidation, un certain renforcement de tout ce qui a été fait jusqu'ici en termes d'efforts pour pouvoir réformer le système partisan du pays. Ça donne également l'alerte pour ce que nous allons pouvoir vivre sur les prochaines années en attendant une prochaine élection, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que les acteurs politiques qui sont déjà à l'intérieur des formations politiques puissent davantage œuvrer à leur propre image et à leur propre progrès à l'intérieur de ces formations politiques-là, plutôt que de faire le jeu de désistement. D'ailleurs, la loi a été renforcée et en conséquence, donc il va leur être difficile de dépouiller les formations politiques juste pour satisfaire des égos et des intérêts personnels. Donc, il y a forcément consolidation. Et il y a surtout que le pouvoir qui est dans la logique de la continuité va effectivement avoir la possibilité évidemment de rasseoir effectivement son autorité et son emprise. Ça, il faut quand même avoir l'honnêteté et le courage de le dire tout à l'heure. La mouvance présidentielle sort-elle renforcée? Tout à fait. La mouvance présidentielle sort forcément renforcée au regard de ce que nous avons comme tendance, comme observation jusqu'à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le BR, par exemple, qui s'était montré très en difficulté la dernière fois lors des dernières élections, quand même a montré meilleur visage dans certaines localités, dans beaucoup de localités, d'ailleurs, y compris dans les grandes villes. On ne s'attendait pas à ce que, pour ce qu'on a pu observer sur le terrain le dimanche dernier, au moment du dépouillement les soirs, que le BR puisse arriver autant de fois dans les discussions, dans les échanges. Et donc, par exemple, il y a eu de percées à ce niveau-là. Et évidemment, l'ogre qui était l'Union progressiste, le renouveau, a une fois encore démontré son hégémonie, sa toute puissance. Et ces deux formations politiques majeures qui se réclament de la mouvance présidentielle, de la majorité présidentielle. Et donc, forcément, la majorité présidentielle se trouve évidemment renforcée. Ça, il ne faut pas du tout se leurrer, il ne faut pas en douter. On n'a pas forcément besoin d'une certaine confirmation de quelque institution que ce soit avant déjà d'avoir le courage d'avouer, d'affirmer cet état de choses-là. Et donc, l'opposition également n'a pas fait piètre figure. C'est vrai qu'on n'est pas encore à ce niveau, vous n'avez pas encore peut-être posé de questions à ce niveau, mais on peut voir. Même si on n'a pas vu les démocrates qu'on a eu en 2023, au regard de tout ce qui s'est passé, nous avons longuement débattu sur ces actualités-là ici, ces sujets-là ici, par rapport aux déboires, aux difficultés, au désistement de dernière minute. Le parti a carrément implosé. On ne s'attendait même pas à ce qu'il puisse présenter le dossier pour aller aux élections législatives avant qu'il ne puisse valider. Alors, quelle est la place concrètement de l'opposition dans cette tendance-là? Et donc, l'opposition politique, effectivement, surtout l'opposition radicale LD, forcément a perdu des plumes avant même le déroulement du scrutin. Et donc, quand les institutions vont finir par se prononcer tout à l'heure et qu'on verra clair avec les données, les chiffres, on va pouvoir peut-être constater que bien sûr, l'opposition radicale peut-être a perdu des plumes dans ses fiefs traditionnels, mais qu'une autre opposition, la plus modérée, sinon la force Kori Bénin émergent, également, pour cette fois-ci, a quand même réussi à, pour ce qu'on a pu voir, pour ce qu'on observe en termes de tendance, bien évidemment, jusqu'ici, le parti n'a pas fait piètre figure comme la dernière fois. Cette fois-ci, on a observé qu'il y a quand même un peu de percée de la force Kori pour un Bénin émergent, et même Moël Bénin. Et qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette réalité? Oui, l'organisation sur le terrain d'abord. Vous avez vu, toutes les formations politiques en réalité ont travaillé sur le terrain. C'est la première réalité qu'il faut constater, c'est-à-dire que ce soit l'UPR, que ce soit le BR, il y a eu véritablement, que ce soit LD, que ce soit FCB ou bien Moël Bénin, il y a eu véritablement de challenge, il y a eu véritablement de défis. Vous savez, j'avais eu personnellement un témoignage d'un animateur et journaliste qui disait qu'il a reçu dans une émission deux représentants, notamment un représentant de l'Union progressiste, le Renouveau, et un autre représentant du BR, et qu'ils ne s'étaient pas du tout préparés
en conséquence pour l'émission, parce que lui se disait, bon, comme on a l'habitude de le dire, c'est match amical et que le BR et l'UPR se revendiquent de la majorité, donc ça va se passer tout facilement pour lui sur le plateau, mais qu'il s'est rendu compte que s'il ne se reprenait pas sérieusement, il ne pourrait pas modérer le débat, parce que ça n'a pas du tout été tendre entre les deux acteurs. C'est vrai, à la fin, ils se sont salués, mais c'était vraiment chaud, rude sur le plateau. Donc c'est le témoignage de ce que, évidemment, sur le terrain, toutes les formations politiques ont été contraintes, ont été obligées de véritablement sortir la théorie, comme on le dit. On ne les a pas peut-être vus dans les médias, on ne les a pas peut-être vus, surtout lors de la campagne. Voilà, on ne les a pas vus mobiliser des foules. C'est-à-dire que peut-être que les acteurs sont en train de comprendre que ce n'est pas les mouvements de foule, que la vérité, en réalité, c'est vers les électeurs à la source qu'il faut aller les rencontrer, aller leur parler et aller les convaincre. J'ai personnellement fait une expérience aussi dans ces périodes de campagne-là, où j'ai séjourné dans une localité où les personnes avec qui j'avais l'habitude d'échanger, de travailler quand je suis présent, n'avaient pas le temps. Parce qu'ils étaient tous engagés, les uns dans tel parti politique, les autres dans telle autre formation politique. Eux tous se disaient en campagne, donc ils avaient le temps de personne. Il y avait même des localités où il n'y avait pas des artisans pour pouvoir aider à travailler, parce qu'ils disent qu'ils sont sur le terrain. Maintenant, ils sont sur le terrain dont ils parlent là. Tu ne vois pas de meeting, tu ne vois pas de meeting géant, tu ne vois pas de rassemblement en tant que tel. Mais ils n'avaient presque pas le temps pour quelque chose d'autre en dehors d'être sur le terrain, être en train de convaincre, être en train de ratisser pour les formations politiques. Et le résultat est là. Donc, l'opposition politique également, je pense, même si elle ne sort pas forcément amplement gagnante, elle sort quand même gagnante en termes d'expérience. Elle se rend compte de ce que l'enjeu, ce n'est plus être dans les débats, dans les discours, dans les affrontements verbaux, si je peux le dire ainsi. Et que l'enjeu maintenant, c'est l'électeur béninois est mature. Si on va lui parler, si on va lui expliquer, si on lui présente un vrai projet, l'électeur béninois a la possibilité de prendre une décision, de décider en faveur de qui arrive à le convaincre. À le convaincre avec ce projet. Oui, je voudrais, Stéphane? Oui, je voudrais rapidement dire 2 ou 3 choses par rapport à l'intervention de Moïse pour le conforter dans sa position. D'abord, pour commencer par dire que la politique ne se fait pas à la télé. La politique ne se fait pas à travers des communiqués ni sur les réseaux sociaux. La politique se fait sur le terrain avec les populations. Et je pense que le parti LD aura compris ça peut-être à ses dépens et pourra reprendre les choses véritablement en main. Ensuite, cette idée de dire que le parti BR et l'UPR sont des partis siamois, je trouve que la dynamique a évolué, les gens doivent pouvoir comprendre. Et moi j'ai séjourné dans une localité et dans le cadre de ces élections-là, je vous dis que ce n'est pas facile. Et ça, c'est vrai, ce n'est pas du tout facile. Vous allez peut-être quelque part où des militants BR disent que non, les militants UPR n'ont pas le droit de venir. Ça dit que l'affrontement, je ne parlerai pas en termes d'affrontement, mais la bataille était réellement rude. On ne sentirait pas que ce sont des partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Donc il faudrait que les gens arrivent à dépasser cette conception qui veut faire croire que UPR-BS, non, ce n'est pas la même chose. Surtout parce que, d'abord, la politique, c'est une question d'intérêt. Les gens qui sont positionnés sur des listes veulent gagner. Et quand ils veulent gagner, ils n'ont pas d'amis. Quand ils veulent gagner, ils n'ont pas d'amis. Peut-être quand ils finiront par gagner, ils vont se retrouver, prendre leur champagne. Et puis, après, nous, on va dire que, bon, voilà deux amis qui sont ensemble. Mais au début, ils n'étaient pas des amis. C'est après qu'on voit qu'ils sont des amis. Donc, en politique, il n'y a que des intérêts. Que les gens arrêtent de croire qu'il y a des partis amis. Il n'existe pas de partis amis. Il n'existe que de partis amis que lorsqu'on veut s'associer pour soutenir un président et peut-être pour se retrouver autour du gâteau. Sinon, il n'y a pas de partis amis et il n'existera pas de partis amis. Maintenant, ensuite, je veux également dire que la question de la réforme du système par partisan, on doit pouvoir dire qu'à chaque élection, on doit pouvoir analyser et voir où est-ce que nous en sommes par rapport à la réforme du système partisan. Parce qu'il y a des choses que des partis gagnent, il y a des choses que les partis perdent.
il y a des choses que les individus qui sont au sein des partis gagnent, il y a des choses qu'ils perdent aussi. Et il y a même des choses que le peuple perd en termes de mise en œuvre de cette réforme du système partisan. Parce que après, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un cadrage. Il y a un cadrage et chacun est obligé de rester dans ce cadrage-là. Et si tu n'es pas dans ce cadrage, c'est que tu es déjà out. Tu es déjà out. Et les partis politiques aujourd'hui doivent pouvoir comprendre cette dynamique-là qui veut que les partis aillent vers les grands ensembles et que les partis soient prédominants par rapport aux individus. Et donc, si les partis politiques et les individus qui font ces partis-là ne comprennent pas ces réalités, c'est qu'ils finiront par se perdre eux-mêmes dans ces réformes-là. Après, c'est que ce qu'on a pu constater, le côté fête là a pris un coup également. Ouais. Le côté fête ou festif, je veux dire, a pris également la ferveur a pris également un coup. En tout cas, c'est le sentiment profond que j'ai eu après tout ce que j'ai pu observer. Comme tous les Béninois d'ailleurs. Donc, il va falloir également que l'animation de la vie politique s'intensifie et soit plus active pour qu'on comprenne que au-delà des débats qui se font dans les coulisses au niveau que les débats se fassent en public, il y a une certaine ferveur autour. C'est vrai que pendant les campagnes, on a vu des regroupements, on a vu des meetings, etc., mais pas tellement comme avant. Et donc, il va falloir que les partis politiques puissent véritablement analyser tout ça. Et l'autre chose que je voulais également ajouter, c'est la dynamique progressiste dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, où les partis politiques aujourd'hui sont en pleine mutation par rapport à leur emprise sur le terrain. Et donc, il est aujourd'hui l'heure pour ces partis politiques là de véritablement analyser la situation et se dire qu'ils ont plus du travail à faire aujourd'hui par rapport à la population. Et on le disait ici hier, les populations sont plus exigeantes aujourd'hui. Vous allez dans une localité, vous commencez par parler, les populations vous disent déjà, mais vous êtes en train de dire tout ça et puis notre route là, c'est comme ça depuis des années. Et donc, les populations s'éveillent. Et donc, les politiciens doivent être plus exigeants par rapport à eux-mêmes, par rapport au mode de gouvernance, par rapport à tout ce qu'ils disent et par rapport à leur soutien également. Alors, ma question, oui. Stéphane, quelle est la place de l'opposition aujourd'hui dans cette tendance que nous observons par rapport à ces scrutins? Non, je trouve que, en attendant que les résultats ne soient confirmés ou donnés, si on le veut, c'est que l'opposition a toujours sa place et aura toujours sa place. Vous voyez, et je voudrais le développer en deux idées très rapidement. La première idée, c'est que nous avons dans notre pays une opposition modérée et une opposition radicale. Et on est en train de constater que ces deux formes d'opposition ont leur temps de gloire. On a vu la FCBE qui, à un moment donné, a eu son temps de gloire ici, où Paul Voupert a été chef de file de l'opposition. Après, c'est le parti LD qui a pris le lead de cette opposition-là. Maintenant, on est en train d'aller vers la période où la FCBE risque de retrouver sa période de gloire par rapport, je veux dire, au parti LD. Parce que, à la faveur de ces élections-là, en tout cas, on espère bien que le parti FCBE prenne le devant par rapport à tous les résultats qu'on a là sous la main pour le moment. Et pas que la FCBE est sur la liste pour les communales et les législatives en même temps. D'où il n'y a pas le parti Les Démocrates. Évidemment. Donc la logique est déjà là. Donc le parti FCBE viendra. Maintenant, que le parti le parti LD soit aux affaires ou pas, il reste un parti d'opposition. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas aux affaires qu'il ne jouera plus sa partition. Si le parti FCBE, parce qu'il n'est pas aux affaires, parce qu'il n'est pas allé à l'Assemblée nationale, parce qu'il n'a pas des maires, des élus communaux, il devient inactif, il va mourir. Il va mourir. Et puis, on aura même l'impression que c'est parce qu'ils ont besoin de sièges à l'Assemblée ou de postes au niveau de postes de conseillers qui sont en train de faire tout ce tapage-là. Donc,
que le parti LD aille à l'Assemblée ou pas, le parti LD jouera son rôle, n'est-ce pas, donc d'opposition radicale. Le FCBE restera dans son rôle d'opposition modérée s'il arrivait à trouver des sièges un peu partout. Et donc, le plus important, pas fini, pour moi, c'est qu'il faut aujourd'hui que ce soit le parti modéré, et le parti de l'opposition modérée ou de l'opposition radicale, il va falloir que les gens se retrouvent. Et puis après, c'est que je partage cette position du président de la République qui voudrait que, quand il s'agit du développement, il faut que les partis se donnent la main. Parce qu'on s'oppose sur des questions politiques, mais on ne peut pas s'opposer sur des questions de développement. Et donc, au terme de ces élections-là, les partis LD et FCBE peuvent se revoir, s'asseoir et discuter. Sinon, c'est qu'ils finiront par se perdre. Pourquoi? Pour se faire une place dans l'arène politique aujourd'hui, vous voyez que FCBE a dû être obligé de faire accord de gouvernance avec une partie avec un parti de la mouvance. Mais si les deux se retrouvaient et essayaient de converger leurs positions, ils n'auront plus besoin d'aller vers la mouvance. Et ils auront besoin de se voir et de faire face à la mouvance. Maintenant, l'autre chose également, c'est que les cartes peuvent être également redistribuées. Parce que ce régime est en train de finir. Ce que nous appelons opposition aujourd'hui peut basculer demain. On ne sait jamais. FCBE est dans l'opposition actuellement. Opposition modérée. Mais il se peut que si le régime change, FCBE ne soit plus dans l'opposition modérée. Parce qu'il se retrouverait peut-être au pouvoir. Et donc, le parti LD se retrouverait esselé dans son combat avec sa position. Et donc, je suis même en train de voir que l'opposition sera totalement fragilisée, fracassée. Ah non, mais on peut peut-être revenir là-dessus sur ce qu'il essaie de dire. Parce que la FCBE, par exemple, est en lice pour prendre part à la prochaine élection présidentielle également. Et donc, il ne faut pas exclure l'hypothèse ou la probabilité que la FCBE puisse prendre le pouvoir. Ce n'est pas à exclure, ce n'est pas définitivement exclu. Vous savez, les choses ne sont pas si forcément mathématiques. Quelque chose peut se passer avant avril 2026. Je suppose par exemple que le Parti Les Démocrates, je ne suis pas membre des formations politiques, que le Parti Les Démocrates, que la FCBE par exemple parvienne à convaincre et à s'entendre avec le Parti Les Démocrates pour lui apporter bien sûr leur soutien. Ouais, le Parti Les Démocrates, c'est quand même une opposition quand même pas des moindres. C'est une opposition avec 28 députés à l'Assemblée nationale maintenant et qui quand même est parvenu à contrôler certaines régions, certains fiefs quand même pendant un certain nombre de temps. Et donc je pense que s'ils retrouvent du souffle, s'ils retrouvent des arguments, s'ils retrouvent des moyens d'aller encore vers l'électorat pour leur présenter un projet concret, sérieux, peut-être ils auraient concocté avec la FCBE, par exemple, ils vont pouvoir peut-être remobiliser, retrouver la confiance des électeurs et donc faire pencher la balance. Dans ce cas-là, la FCBE aurait trahi. Je veux juste dire ceci. L'accord de gouvernance engage simplement les élections législatives. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas voir l'accord de gouvernance au-delà de ce qui est en train de se passer. Mais on sait que la FCBE a toujours joué un rôle. Non, je comprends. Même dans les précédentes élections. Après, c'est juste pour faire le débat. Ce n'était pas comme si ça se réalisait. Non, justement, je voulais renforcer ce qu'il disait en disant que FCBE, les postures peuvent changer. Et je dis que FCBE, par exemple, est en lice pour la prochaine élection présidentielle. Et donc, il ne faut pas exclure que FCBE puisse prendre le pouvoir d'État. Parce que on ne va pas à une élection pour perdre. Si la formation politique a pu rassembler les moyens avec toutes les complications que les démocrates ont eu, par exemple, pour pouvoir être là, et que le parti est là, ça veut dire que le parti a une certaine structuration, une certaine organisation. Et je dis que d'autres forces peuvent se joindre, parce que ces deux formations de l'opposition quand même, ils peuvent réussir à s'entendre et peut-être permettre à faire trembler la mouvance, quand même, qui est un rouleau compresseur, on l'admet. Et c'est pourquoi vous avez des difficultés à accepter l'hypothèse.
Mais il ne faut pas quand même exclure la probabilité que cela puisse intervenir. Et maintenant, à supposer que cela n'intervienne pas et que cela n'arrive pas, il faut quand même savoir quand même que les formations politiques de l'opposition ont gagné d'une manière ou d'une autre par rapport aux expériences que nous venons de faire. Et l'opposition, comme la mouvance, oui, ils ont gagné en maturité et en expérience par rapport aux expériences qu'on est en train de faire là. Évidemment, il faut savoir une chose. Vous savez, pendant longtemps, les gens ont réduit, et c'est là que peut-être je ne suis pas d'accord avec Stéphane par rapport au côté festif des élections. C'est-à-dire qu'on a réduit le champ politique, le champ des élections seulement au mouvement de foule pendant longtemps. Vous savez, les acteurs, même si on ne le dit pas clairement, les acteurs ont eu du mal cette fois-ci à drainer des foules parce que ils ne se sont pas préparés à faire les discours de foule. Ils se sont préparés à faire les fêtes avec la foule. Parce qu'avant, quand ils rassemblaient les foules, c'était des moments de fête, comme on est en train de dire là, on mettait beaucoup de musique, on pouvait mettre de musique toute la journée, et ils arrivaient 15 minutes, 30 minutes, ils font du verbiage, ils font des rhétoriques, ils bavardent, ils racontent, et on lance des slogans, et les gens répètent. On harangue la foule et on se disperse encore. Et tous, on savait que quand on finit de faire comme cela, c'est des billets. Il y a le communiqué final. Voilà, il y a le communiqué final. Et il y avait les sandwichs à l'époque. Et les sandwichs, etc. Voilà. Oui, il y avait les sandwichs à l'époque. Voilà, cette fois-ci que la tendance a changé, que les choses ont évolué. Ils n'ont pas. C'est des débats d'idées. C'est des débats d'idées. Ils ne se sont pas préparés à ça. Et donc, que ce soit pour la mouvance comme pour l'opposition, la politique, c'est d'abord une ingénierie. Surtout l'opposition politique, c'est toute une ingénierie. Ce n'est pas les communiqués, ce n'est pas les discours, ce n'est pas que les communiqués, ce ne sont pas que les discours. C'est toute une stratégie qu'il faut réussir à déployer. Il faut se donner les moyens de cette politique. Quand vous prenez la posture d'être radical, par exemple, vous devez avoir les moyens d'assumer votre posture radicale. Si vous décidez d'être modéré, vous devez avoir les moyens d'assumer. Si vous voulez aller compétir, concourir face à des formations politiques qui se revendiquent de la majorité présidentielle, avec plus ou moins un peu plus de facilité pour pouvoir obtenir et faire certaines choses, vous devez vous donner les moyens. Donc ce n'est pas seulement prendre la parole, ce n'est pas seulement haranguer les foules. Donc c'est là que je veux dire, ils sont en train de gagner, eux tous en tant qu'acteurs politiques de la mouvance ou bien de l'opposition, ils sont en train de gagner en quelque chose, en maturité, en expérience. Ils doivent tirer les leçons qui s'imposent, retourner maintenant dans leur base pour pouvoir, dans leurs locaux, dans leur bureau, etc., à leur arrière-base, pour pouvoir mieux se préparer pour les prochaines fois. Et donc venir déjouer tout ce qui a... continuité au lieu d'un vote de sanction, oui, comme on a l'habitude de l'observer. Je veux préciser deux choses. Par rapport à ce que Moïse était en train de dire tout à l'heure là. C'est vrai que dans sa chute, j'ai compris son idée. Mais avec la radicalité dont a toujours fait preuve le parti LD, je doute fort que le parti décide d'aller vers la FCB. C'était qu'une hypothèse. Maintenant, maintenant, après, c'est que le parti FCB, ça va être... Je ne veux pas être trop optimiste comme Moïse, et je ne veux pas également non plus dire que les jeux sont pliés d'avance, mais je veux dire que de façon très réaliste, le peu qu'on peut espérer, c'est que FCB fasse un bon score pour les présidentielles. Je ne prédis pas, je ne suis pas un prophète pour prédire, mais je veux dire que ça va être un cataclysme politique surnaturel que FCB puisse remporter avec toute la coalition nécessaire qu'on a là. Je doute très fort. Maintenant, après, ce qu'on peut espérer, c'est que FCB fasse un bon score et peut-être soit invité autour de la gouvernance, ou qu'il décide de se replier dans sa posture d'opposition modérée. Je veux dire modérée. C'est les deux choses que je voulais compléter. Alors, vous voulez même pas réserver une petite chance à la formation politique? Non, et puis même, on a vu un confrère qui a titré hier, je crois, le dynamisme, Dynamisme Info, qui disait hier que bon, le TOFA qui a été, que bon, un peu... prévoit tout, déjà la victoire. Non, c'est pas que le TOFA prévoit la victoire, c'est au regard, n'est-ce pas, donc de la réalité politique, c'est ce qui se dessine. Tout à fait. Et pour être honnête, on le sait. Ça va être, en tout cas, on est là pour voir
pour voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Alors, nous allons évoluer dans les discussions. Ma question, quel enseignement tirer des retards, dysfonctionnements et contestations signalées? Oui, je pense qu'il ne saurait avoir effectivement une élection de l'ampleur de celle qu'on a connue le dimanche dernier sans forcément qu'il y ait quand même quelques couacs. Effectivement, il y a eu des retards et surtout des retards véritablement conséquents à bien d'endroits, surtout dans les grandes villes. Il y a des postes de vote qui ont été signalés, toujours fermés, toujours non ouverts, non opérationnels jusqu'à 10h, jusqu'à 10h30. Jusqu'à 16h? Jusqu'à 10h30, voilà. Donc jusqu'à 11h, jusqu'à midi à certains endroits. C'est suffisamment, heureusement, ce n'est pas dans la grande majorité des postes de vote, mais c'est quand même suffisamment criard et grave et il va falloir quand même que les institutions surtout puissent tenir compte de ces réalités-là. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment ils ont l'habitude de gérer ces cas-là, mais c'est quand même des citoyens qui ont été lésés et des formations politiques également qui ont été lésées dans les endroits où les postes de vote ont ouvert très tard, après 14 heures, après 15 heures par exemple. Les populations, notamment les électeurs, ont certainement été découragés et sont repartis chez eux et ne sont plus revenus par exemple. Et cela peut justifier qu'on ait par exemple un taux de participation en dessous de ce qu'on aurait pu espérer par exemple. Donc les conséquences, c'est d'abord sur les taux de participation, mais c'est également sur les formations politiques. Et je le disais tout à l'heure, il y a des formations politiques dont les militants par exemple n'ont pas pu s'exprimer en conséquence. Et donc c'est suffisamment grave, ce n'est pas bien pour l'image que nous avons voulu projeter, mais il faut quand même comprendre, il faut voir que ce n'est pas dans la grande majorité des cas que ces situations-là se sont produites, et donc c'est déjà fort heureusement. Il faut espérer que les prochaines fois le matériel électoral soit effectivement disposé et disponible à temps, soit acheminé dans les localités à temps pour que l'on n'ait plus à vivre ces situations-là qui ne sont pas de nature évidemment à donner une très bonne image de tout ce que nous avons déployé comme effort ces dernières années pour que nous ayons des processus électoraux dignes de foi, de qualité et sérieux, que l'on puisse s'inspirer du modèle béninois une fois de plus pour pouvoir mieux faire ailleurs. Donc, je pense personnellement que les institutions, surtout la Cour constitutionnelle et la Sénat, et surtout les formations politiques, vont pouvoir faire les observations qui s'imposent. Parce qu'il y a cette réalité-là également. Vous abordez déjà la suite de ma question en réalité, parce que la question qui suivait, c'était est-ce que la Sénat ou les institutions impliquées inspirent-elles assez confiance et transparence? Oui, les institutions, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous savez, il y a quelque chose, j'ai lu un article en milieu de semaine dernière qui m'a conforté dans ce que nous avons toujours défendu ici sur ce plateau, notamment dès que les processus, que ce soit pour l'élection présidentielle ou les autres élections, ont été lancés dans notre pays. Vous savez, c'est les partis politiques surtout, les citoyens et les formations politiques qui doivent surtout maintenir la veille après les institutions. Les institutions, c'est toujours des Béninois, c'est toujours des êtres humains qui sont susceptibles de commettre des erreurs. Mais on a l'habitude de se tromper sur une réalité. Vous savez, quand quelqu'un a raison, quand dans le discours, tel qu'on est en train de le faire là, quand vous avez raison, tous ceux qui ont un peu de jugeote peuvent dire « vous avez raison ». Mais vous avez raison de cette façon-là, sur le plan rationnel, si on peut le dire ainsi, de cette façon, n'implique pas immédiatement que vous avez raison devant les institutions, surtout en justice. Et c'est là l'article que j'ai lu intervient où le rédacteur met l'accent sur le fait qu'en justice, il y a deux piliers essentiels que les gens ignorent. Et que dès que vous manquez au respect de ces deux piliers-là, vous perdez, même si vous avez raison. Le premier aspect d'une situation de justice, c'est que quelqu'un qui commet une faute, quelqu'un qui gâte quelque chose, répare. Donc, si vous commettez un impair quelque part, vous êtes amené à réparer. C'est la justice qui vous fait réparer cela. Et donc, par rapport à cette situation d'impair-là, vous pouvez avoir une position de quelqu'un qui a raison ou une position de quelqu'un qui a tort.
Maintenant, il y a tout un processus pour se déployer maintenant devant les juridictions, devant les institutions, pour aller prouver que vous avez raison ou bien vous avez tort. C'est là que celui qui a raison peut se retrouver en difficulté. Si vous saisissez mal la juridiction, si vous saisissez la juridiction qu'il ne faut pas, si vous ne respectez pas les délais, si vous y allez hors délai, s'il y a des pièces qui manquent à votre dossier, vous allez avoir raison, mais le juge ne va pas regarder en l'air pour déclarer que vous avez raison. C'est sur la base du processus, de la procédure que vous avez respectée qu'on va vous déclarer vous avez raison ou bien vous avez tort. Et c'est là que beaucoup de personnes reviennent en réalité meurtries avec des douleurs pour dire j'ai raison, mais on ne m'a pas donné raison. Parce qu'en réalité, dans la procédure, ils n'ont pas fait ce qu'ils doivent faire. Et donc, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que les formations politiques doivent porter les réserves qu'il faut porter au niveau des institutions, au niveau des juridictions ou bien des structures qui sont compétentes et dans le délai imparti avec les éléments de preuve à l'appui. S'ils font ça, ils vont avoir gain de cause. C'est par là qu'il faut d'abord commencer. Il ne faut pas commencer par en réalité critiquer les institutions pour rien. Nous tous on a observé, nous tous on a entendu. Maintenant, ces éléments que nous avons observés là, c'est des observations. Il faut maintenant réussir à les porter devant les institutions, devant les structures. C'est vrai, les structures aussi ont observé, ils vont faire ce qu'ils doivent faire si personne ne vient. Mais si les personnes qui ont des intérêts à ce qu'on ne puisse pas décider pour eux, doivent déployer les éléments de preuve, les éléments d'argumentation qu'ils ont pour aller revendiquer ce qui leur revient de droit. Et je pense qu'ils auront gain de cause à partir de ce moment-là. Oui, je voudrais juste dire que par rapport à cette préoccupation, que la Sénat a joué sa partition et il faut déjà saluer cette professionnalisation continue, n'est-ce pas, donc, de la Sénat. De l'institution, oui, allez-y. De la Sénat, et qui, à chaque élection, fait un peu plus pour faire de cette institution une institution crédible, digne de foi. Ensuite, il faut savoir que c'est une première expérience, les élections couplées, et donc forcément... Il doit y avoir des ratés. Il doit y avoir des ratés, et ces ratés-là, je pense que la Sénat va prendre ça en compte pour améliorer les foires à venir, l'organisation des prochaines élections. Le seul ce que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est comment est-ce que à Cotonou, on peut connaître des retards alors que à Tangueta, on n'a pas de retard. En termes de convoyement de matériel, moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que c'est plus proche de la Sénat. Oui, c'est plus proche de la Sénat. Donc, si on me dit qu'il y a un peu de retard à Tangueta, etc., on peut comprendre. Karimama, voilà. Les points les plus reculés. On peut comprendre, mais qu'il y a de retard à Cotonou, à Abomey-Calavi ou bien à Glodjigbe, je pense qu'il y a quand même un problème. Et donc, c'est des problèmes qu'il va falloir corriger. On s'est peut-être dit que Tangueta c'est loin et on a fait ce qu'il faut faire. Et on a pensé que Godomé, Calavi, c'était trop proche. Donc, même à moto, on pourrait déployer. Ah oui, mais ce qui ne se justifie pas, parce que c'est le même centre de vote. Il y a certains postes de vote qui ont commencé à l'heure et un seul ou deux par endroit. Il y a un problème. Oui, le matériel n'a pas été déployé en conséquence. Bon, ici on est en train de... Oui, il y a eu un mauvais calcul. Voilà. On s'est peut-être dit, oui, Tangueta, c'est trop loin. Donc même très tôt, on s'est réveillé par rapport à qui va aller loin. Sa monture dont on parle. On a aménagé la monture par rapport à Tangueta, Karimama et autres. Et on s'est dit qu'à Godomé, même à Zem, on peut peut-être déployer. Et voilà, le temps n'a pas suffi. Ils ont été surpris par le temps. Bon, on peut un peu plus cartésien. Il faut... Quand vous voulez régler des problèmes, la meilleure manière, c'est de commencer par découper les problèmes en deux petits et commencer par régler les plus petits et aller vers les grands. Quand vous réglez les grands, avant de régler les petits, ça pose un problème. Bref, je pense qu'ils vont pouvoir tirer le son de tout ce qui s'est passé pour améliorer. Sur la question de la crédibilité de la Sénat, il n'y a pas de doute. Et Moïse l'a dit, la Sénat dispose de l'arsenal, de dispositifs nécessaires pour nous produire quand même des résultats assez fiable. Maintenant, il y a deux choses sur lesquelles très rapidement, je veux insister. La première, c'est qu'il faut que les partis politiques qui sollicitent les suffrages des électeurs éduquent suffisamment les électeurs, de manière à ce qu'on puisse éviter les bulletins nuls. Ça ne sert à rien.
ça ne sert vraiment à rien. Vous ne pouvez pas avoir pour seule préoccupation aller dire aux gens, votez pour moi. Il faut dire aux gens comment voter. Il faut les instruire. Sinon, ça fait un manque à gagner. Ça fait un manque à gagner. Et puis, s'assurer que ceux qui vont voter ont la pièce nécessaire pour aller voter. Sinon, c'est carrément... mais en matière de pièces, il y a quand même beaucoup de pièces. Oui, il y a beaucoup de pièces, mais ça c'est pour nous. Il y a des villageois qui ne comprennent pas. Imaginez qu'il y a nos frères et soeurs qui sont dans des coins vraiment reculés, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui disent qu'ils n'ont même pas la carte, c'est moi, qui se fait en un seul clic, qui n'ont pas la carte, c'est moi. Ça pose un problème. Et donc, ceux qui sont dans des structures à la base de ces partis politiques-là doivent travailler à ce que ces électeurs-là puissent disposer, s'assurent que ces électeurs-là puissent disposer au moins de ces cartes-là. Sinon, ça ne sert, je ne sais pas quel est le travail qui se fait. Ça peut être déjà une activité simple pour la base, d'amener les formations politiques à faire le RAVIP et à détenir tout au moins, ne serait-ce que les cartes. Voilà. C'est quand même important. Ça, c'est les deux aspects sur lesquels je voudrais vraiment insister parce que ça m'a marqué au cours des questions prospectives pour boucler. Non, je pense que... L'analyse de ce jour, quel impact ces résultats de ces scrutins, parlant des communales et des législatives comme élections, pourront-elles avoir sur la présidentielle à venir? Bon, je pense que l'impact, c'est déjà que le parti ou les partis politiques de la majorité présidentielle ont eu le temps de confirmer leur hégémonie. Et c'est déjà un signe annonciateur que si cette tendance-là est maintenue, le président qui est porté par ce parti-là va gagner les élections. Vous partagez cet avis de Stéphane avait déjà tranché la question avant la question. Il avait déjà dit qu'il ne voyait plus personne bousculer cette hiérarchie-là, perturber la mouvance présidentielle de valider donc, la prochaine élection. Donc ma question vient conforter, c'est dit. Voilà, donc il vient de le dire. Alors, et peut-être, j'essaye d'équilibrer un tout petit peu en mettant le peu de bémol, que si la formation politique opposée, notamment la force Cori pour un Bénin émergent, parvenait à convaincre et à adoucir un tout petit peu la posture de les démocrates, ils peuvent peut-être réussir à faire douter le rouleau compresseur de la majorité présidentielle. Ce n'est pas impossible. Alors, les nouveaux conseillers communaux ou encore les nouveaux députés pourront-ils jouer un rôle politique accru? Les députés... Les nouveaux députés et les nouveaux maires. Dans la dynamique qui va s'installer, je pense qu'ils vont forcément jouer un rôle. Non, par rapport à la présidentielle. Par rapport à forcément. Ce qui est sûr, ils ont été élus sous une bannière politique. Et donc, forcément, ils vont mouiller le maillot. Ils vont mouiller le maillot pour ramener leur président. Parce que ce n'est qu'avec leur président qu'ils vont pouvoir gérer le pouvoir. S'ils ne travaillent pas et qu'un autre président venait, alors ils vont Moïse. Donc ils ont le temps de travailler pour faire venir leur président. C'est pourquoi je dis que Romial Wadayi a déjà plié. Il n'a pas plié, mais il a déjà le jeu de son côté. Oui, s'il a le jeu de son côté, il a déjà plié le débat. Ou bien il part favori, si vous voulez. Voilà. Romial Wadayi part très favori. Et je pense que les formations politiques, les députés, pour revenir à votre question, les députés et les maires vont jouer un très grand rôle. Et surtout, si les tendances qu'on a observées là se confirment, c'est-à-dire que les partis de la majorité présidentielle remportent la majorité des sièges au Parlement et contrôlent la majorité des mairies sur le terrain, effectivement, le jeu est plié. Je ne sais pas pourquoi c'est à ce moment que Stéphane veut mettre de bémol. Le jeu est définitivement plié si c'est le cas, parce que ce sont ces acteurs politiques-là qui sont de la majorité présidentielle qui vont effectivement être
proches des électeurs, proches des populations, pour les convaincre à ce qu'ils ont commencé à travers les législatives et les communales, ils puissent finir ça maintenant avec l'élection présidentielle et donc la confirmation de Romuald Wardani en mai 2026. Donc, il faut dire que c'est déjà effectivement plié si on reste dans la logique de Stéphane et dans la logique de ce qu'on a observé. Ce n'est pas la logique de Stéphane, c'est la logique des tendances. C'est ce que je dis, si on reste dans la logique de Stéphane et dans la logique des tendances. Voilà, il fallait me laisser. Alors, ma dernière question, peut-on considérer ce scrutin comme un test de maturité de la démocratie au Bénin? Si, ça, il faut l'avouer. Un test de maturité, d'abord pour le calme et la tranquillité, la paix qui a régné sur le long du processus et le jour du scrutin. Malgré tout ce que vous avez dit, là, tout ce que nous avons dit, pardon, en termes de retard et quelques autres dysfonctionnements, il n'y a pas eu d'incident en termes de violence, en termes, voilà, pas de soulèvement, pas de désagrément, pas de dommages physiques ou bien atteinte au matériel de vote, n'importe où sur le territoire national. Ça, c'est déjà un premier signe de maturité. Deuxième signe de maturité, c'est que les Béninois aient pu comprendre l'esprit du législateur en votant 2 fois, en votant pour 2 élections en même temps, le même jour, et qu'on ait la possibilité maintenant d'être en train de décrypter les tendances. Donc, c'est deuxième signe de maturité. Troisième signe de maturité, c'est que pour une fois, il y a eu moins de caravanes et surtout moins d'influence de l'argent. Il faut avoir le courage de le dire. Moins d'influence de l'argent dans le débat. On n'a pas vu ça comme on voyait cela par le passé et que c'était devenu comme une certaine norme. Et donc, cette fois-ci, on n'a pas véritablement senti que les puissances d'argent ont plus parlé que la proximité, que le discours. Et donc ça également, c'est une preuve de maturité qu'il faut mettre à l'actif à la fois du peuple béninois, mais également des institutions, des acteurs politiques. Et maintenant également, maturité démocratique par rapport au fonctionnement des institutions. Vous avez vu, pour faciliter le vote, vous voyez, les institutions ont autorisé jusqu'à 7, je pense, pièces, par exemple, pour pouvoir voter. Et cela n'a pas empêché que, ça n'a pas amené de désordre. C'est-à-dire que malgré cela, malgré la multiplicité des pièces pour pouvoir voter, voilà, c'est les Béninois qui ont voté. Il n'y a pas eu, par exemple, à déplorer quelque part que d'autres. Vous voyez, il y a des élections dans la sous-région récemment où on a déploré que certaines nationalités soient venues, etc. On n'a pas eu des cas de ce genre-là. Et c'est une très bonne chose. Il faut mettre cela à l'actif, à la fois des acteurs politiques, des institutions et du peuple béninois. Et donc, effectivement, il y a quand même une maturité démocratique. Stéphane? Oui, Moïse a fait une segmentation assez pertinente. Claire. Mais je voudrais juste ajouter que il y a une maturité au niveau de notre processus électoral. Maturité au niveau de notre processus électoral et maturité de notre peuple. Ces élections ont donné la preuve que ceux qui veulent déstabiliser notre pays, nous déstabiliser notre peuple leur a donné une leçon de plus. Nous, ici au Bénin, on peut avoir nos divergences, on peut avoir nos conflits internes, mais on sait faire les choses dans la paix, dans la concorde. On a besoin de paix chez nous, on n'a pas besoin de coups de force, on n'a pas besoin de coups d'État. On n'en a pas eu besoin depuis quelques années pour être là où nous en sommes et je pense qu'on n'en aura pas besoin. On peut se retrouver, parler entre nous, corriger ce qui ne va pas et c'est ça la démocratie. Nous avons choisi la démocratie et nous comptons la maintenir. Merci Stéphane Ahinourossou, merci Moïse Novignon pour toutes ces analyses par rapport au déroulement du scrutin législatif et communal qui se sont déroulés le 11 janvier dernier.